Je suis Patrick Longchamp, journaliste, résolument positif mais pas naïf et qui depuis le 17 mars, alors que résonnent tous les soirs des applaudissements, j'entends des mots comme solidarité avec les soignants et les aidants, fragilité, désinformation, intergénérationnel, bien vieillir, économie sociale et solidaire. Mais qui sont celles et ceux qui se cachent derrière ces mots ? Quels sont ces acteurs et ces actrices ? Quelles sont leurs aspirations communes ? Sont-ils des utopistes ou des réalistes, eux, qui croient que le collectif peut changer le monde ? Que leur manque-t-il pour prendre la main sur demain ? C'est ce que j'ai voulu savoir et que je vous propose de découvrir dans Appel d'air, le podcast de coalitionsolidaire.fr. Épisode 3. S'inspirer de la ruralité pour faire autrement. Bonjour à toutes et à tous, et oui, nous arrivons déjà au 3e épisode de ce podcast Appel d'air, le podcast de coalitionsolidaire.fr. Et cette semaine, nous allons parler de ruralité, un sujet qui existe depuis de nombreuses années et que la crise que nous traversons en ce moment a remis sur le devant de la scène, tout simplement parce que le confinement a suscité l'envie pour certains de retrouver le doux plaisir de la campagne plutôt que celui de la ville et du béton. Mais la ruralité n'est-elle qu'une question de plaisir ou est-elle une solution aux problématiques que nous traversons aujourd'hui d'une société hyper urbanisée ? Avec nos invités, nous allons essayer de comprendre ce que c'est que la ruralité, de comment il est possible de faire du territoire rural un véritable lieu d'épanouissement de ses habitants, mais aussi de comprendre en quoi cette ruralité peut être un véritable levier de développement économique, social, solidaire. Comment rendre la ruralité désirable ? Autant de questions que nous allons aborder avec nos 3 invités. Et pour nous accompagner durant cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Payen-Larchevette, qui est directrice du Centre social Espace Libre à Charleval. Bonjour Valérie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avec vous, on verra justement comment dans un bourg de 1800 habitants, on peut être en capacité de faire vivre un centre social associatif en mobilisant la communauté des habitants et avec bien évidemment toutes les forces et les faiblesses d'une telle organisation. Deuxième invité, Thibaut Renaudin, qui est tout d'abord président de l'association INSIT, l'Erasmus de la ruralité, comme vous aimez à le dire et à le présenter, et puis qui vient aussi d'être élu maire d'une commune rurale. Avec vous, Thibaut, on verra justement comment on peut peut-être rendre désirable la ruralité, et puis aussi les enjeux pour un maire d'un petit bourg d'une centaine d'habitants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on fait société dans un petit village ? Et enfin, 3e invité. Bonjour d'abord Thibaut, je vous ai pas salué. Bonjour Thibaut. Bonjour. Et un bourg de 200 habitants. Combien ? 200 habitants, c'est ça ? Et enfin, René Ortega, directeur du groupement d'intérêt public Gers Solidaire. Et avec vous, René, on essaiera de comprendre surtout comment on peut appliquer ce proverbe que j'aime bien, qui était la signature d'un appel à la générosité d'une association. À tous, on peut tout, puisque l'originalité de Gers Solidaire, si j'ai bien compris René Ortega, c'est d'avoir regroupé en une seule et même structure l'ensemble des acteurs de la solidarité de votre territoire. Et on va justement essayer de voir comment on peut aussi, dans la ruralité, faire attention à toutes et à tous et ne laisser personne sur le bord de la route. Bonjour René. Bonjour à tous. Merci donc d'être tous les 3 avec nous. On va commencer directement, peut-être d'ailleurs avec vous, si vous le voulez bien, Thibaut Renaudin, sur ce que c'est que la ruralité. Comment est-ce qu'on peut la définir ? Ça veut dire quoi aujourd'hui la ruralité, vous qui vivez dans ce petit bourg de 200 habitants dont vous êtes devenu le maire ? Je crois que la ruralité, c'est d'abord un territoire d'équilibre. C'est un territoire d'équilibre parce que il n'est pas hors sol. Je pense que c'est la première définition qu'on peut faire de la ruralité. La ruralité, elle est ancrée dans un territoire et avec tout ce que comporte ce territoire. C'est ensuite un territoire de liens et de liens. C'est un territoire où on ne peut pas faire sans les autres. Et c'est ensuite un territoire de solidarité. Parce que là, le rapport à l'autre, il est immédiat. Donc on ne peut pas, c'est là aussi très difficile de vivre sans solidarité dans un territoire rural. Donc pour moi, pour faire une définition très simple, alors notre pays est bardé de clichés, d'images préconçues d'une France qui est périphérique, qui est à inégalité
de droit et de dignité. Non, moi, je vais sortir de tout ça. Les territoires ruraux, d'abord, ce sont des territoires qui ont des populations qui sont plus réduites que les territoires urbains. C'est la palissade que de le dire. Mais c'est surtout un territoire d'équilibre pour moi. Et c'est avant tout ça qu'il a défini et qui attire auprès d'elle, puisque, je le précise, depuis les années 70, le transfert de population le plus important est de la ville à la campagne dans nos beaux territoires. Alors René Ortega, vous qui êtes directeur de ce groupement d'intérêt public GERS Solidaire, vous êtes un observateur de ce territoire au travers de la solidarité. Vous auriez à peu près la même définition que Thibaut ? C'est compliqué d'aller à l'envers des propos de Thibaut, parce que Thibaut, il jouit d'une expertise qui est une expertise du réel. Bon, là, il a concrétisé cette expertise puisqu'il est désormais élu de son village. C'est vraiment quelqu'un qui vit dans son territoire et qui porte par son action et par sa posture cette parole de sincérité. Après, le territoire rural, c'est un territoire, d'abord c'est un espace géographique, comme tous les espaces, comme l'espace urbain, donc il y a des limes, comme on dit en sociologie. C'est un espace social, mais c'est un espace social qui est parfois, du fait de la grandeur du territoire, beaucoup plus complexe. C'est tenant et aboutissant. Et pour les amoureux de la ruralité, pour être amoureux de la ruralité, il faut être curieux. Il faut accepter de ne pas savoir et de ne pas connaître. Et quelque part, la ruralité est pour moi le parent pauvre de l'espace médiatique, parce que la ruralité est complexe, elle est multiple. Et les gens n'aiment plus le complexe et le multiple. Ils aiment l'ordre, la simplicité, parce que c'est gros, c'est simple, c'est moins cher et ça va plus vite. Nous, plus c'est petit, plus c'est compliqué, plus ça coûte cher, mais plus c'est formidablement excitant et éclatant à travailler. Après, la ruralité, elle a des principes, effectivement, comme a dit Thibaut, d'interaction sociale, de nécessité de rencontre, parce que l'homme n'est pas, moi je dis souvent, l'homme n'est pas un animal solidaire par essence. Il est social, mais il est solidaire par besoin. D'accord ? Donc, dans la ruralité, vous avez besoin de votre voisin, même si l'État-providence a fait en sorte de gommer certains besoins. Et c'est tout ça qu'il faut travailler. Après, la ruralité, il y a des principes de domination, il y a des principes de ségrégation sociale, ségrégation spatiale. Par contre, quand on veut les traiter pour de vrai, et pas que dans le discours, il faut faire l'effort de descendre. Il faut faire l'effort d'être curieux et très, très humble. Valérie Payen, comment vous réagissez ? Alors vous êtes dans à Charleval, c'est 1800 habitants. Est-ce qu'on peut encore considérer que vous êtes une commune du rural ? Oui, je pense qu'on peut encore le considérer, mais avec des populations qui se croisent, on est juste à proximité de Rouen, donc nous avons aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont venues s'installer dans la vallée de Landelle. Charleval est situé dans la vallée de Landelle, lié au coût prohibitif de l'immobilier. Donc, ça donne à voir des populations qui doivent s'apprivoiser et donc construire effectivement des gens qui viennent sûrement peut-être à la campagne, peut-être liés au prix de l'immobilier, mais aussi parce que je pense sincèrement qu'il y a le fantasme de la ruralité et de la vie à la campagne. Et bien souvent, quand ils arrivent, certains d'entre eux peuvent être déçus et par expérience, ça fait 30 ans que je suis sur ce territoire, je dirais que c'est ces gens qui nous viennent de la ville qui boostent un peu la campagne et qui boostent. Quand on parle de ruralité, moi j'ai envie de peut-être de parodier un peu Marguerite Duras. Est-ce que l'on est rural ou est-ce qu'on le devient ? Non, mais c'est une vraie question. Moi j'ai l'habitude de dire dans mon territoire du sud-ouest occitan et gascon que ici, ça n'est ni le droit du sol, ni le droit du sang. C'est avant tout celui du cœur qui compte. Parce que ces territoires-là, et Valérie l'a très justement dit, d'abord, ce sont des territoires qui accueillent souvent beaucoup de populations et qui bénéficient de cette richesse, qui viennent d'autres coins de France, mais aussi d'autres coins d'Europe et du monde. Et dans le sud-ouest particulièrement, on a eu beaucoup de gens qui sont venus d'Espagne, qui sont venus du Portugal, qui sont venus d'Angleterre ou d'Europe du Nord. Et donc, ici, si on peut vivre un peu la multiplicité de ces identités, c'est bien sur ces territoires. Ce n'est pas simple, parce que l'instinct grégaire, le côté fermé, existe aussi ici comme ailleurs. L'épaisseur de bêtises, j'aurais tendance à dire, est à peu près le même sur l'ensemble de la planète et aussi dans les territoires ruraux. Mais ici, on peut aussi faire valoir un droit du cœur parce qu'on vit sur un territoire qui a des caractéristiques, qui est vrai. Et cette véracité-là, elle fait adhésion. Et quand ça fait adhésion, ça fait identité.
Alors justement, c'est une bonne question, une bonne remarque que vous faites, ça fait identité. Être maire d'un village de quelques centaines d'âmes, hein, ça nécessite quoi au-delà de simplement d'être simplement au service d'une commune, d'une disponibilité, d'une attention? Quelle différence vous allez faire entre être maire d'une petite commune comme la vôtre, Thibaut, et maire d'une commune plus importante où finalement on est peut-être plus déconnecté de la réalité et du contact avec les personnes? Alors, j'ai jamais été maire d'une grosse commune et je suis maire que depuis 2 jours. Mais donc ça m'inspire une grande chose, c'est d'abord de l'humilité. Mais le maire d'une petite commune, il fait tout et il est en contact direct. C'est-à-dire, il n'y a pas d'intermédiaire entre lui et les habitants. C'est-à-dire qu'il enlève, comme je l'ai fait pas plus tard qu'hier, un chat mort d'une route, où il règle également un problème d'urbanisme ou un problème d'école, de développement. Bon. Donc, il fait tout. Donc, ça m'inspire, moi, 2 choses. Un, et c'est ce que j'ai dit lors de la passation il y a 2 jours, de l'humilité et de la détermination. Humilité, parce que nous ne sommes rien ou pas grand-chose, et donc il faut tout faire. Et détermination, parce que c'est de ce territoire, à mon sens, que peut renaître une République un peu plus équilibrée. On verra un peu la question justement de la République et de la question de la démocratie dans la suite de cette émission. René Ortega, vous avez les acteurs de la solidarité dans Gers Solidaire, mais vous avez aussi, j'ai envie de dire, les maires. Qu'est-ce qui sort de cette aspiration des maires? Ce que vient de dire Thibaut, c'est des choses que vous réentendez et finalement des GIP comme Gers Solidaire peuvent être aussi des lieux d'échange là où peut-être parfois un maire d'un petit village peut être tout seul? Alors juste peut-être pour nos auditeurs, le groupement d'intérêt public qui rassemble les associations caritatives du département, CCAS, CIAS, communes et le département. Nous, on est du lien, hein. On n'est pas les carreaux du carrelage, je le dis souvent, ouais. Et on a vraiment nos identités en partage, c'est-à-dire que le secours catholique est le secours catholique, le secours populaire est le secours populaire, et je vois Maya qui hoche de la tête, c'est-à-dire que nous, on essaye d'avoir un outil qui, à un moment donné, agit dans une coordination et dans un espace d'échange continu et global. Sur la question des élus, que puis-je vous dire d'autre que cette expérience du Covid ? Les élus ont été le dernier rempart de la République. On a appelé les 462 maires, nous on a travaillé avec eux. Ce sont des gens qui ont fait un job formidable. Parce qu'à un moment donné, cette capacité que pourrait avoir l'État, l'a-t-il eu un jour, je ne sais pas. Mais la capacité à un moment donné de faire un lien, comme l'a dit Thibaut, de répondre à tout et n'importe quoi. La République, l'ADN de la République, c'est la commune, c'est le maire. Je suis désolé, mais techniquement, aujourd'hui, ces gens-là font un travail absolument extraordinaire et fondamental à une échelle monumentale, quoi. Et c'est vrai que nous, on est dans une logique de mise à disposition complète. Et moi, je dis souvent à mes agents, le maire qui vous appelle, plus j'ai d'une petite commune et plus vous faites attention à lui. Parce que c'est quelqu'un qui donne un temps fou de son temps personnel, de son temps familial. Et puis voilà. Mais c'est le maillon essentiel de l'animation rurale dans toutes ses dimensions, sociales, environnementales, économique, financier. Enfin, c'est absolument hallucinant ce qu'on leur demande. Valérie Payen, vous qui êtes à la tête d'un centre social qui s'appelle Espace Libre, qui est associatif dans une commune de 1800 habitants, ça fait une trentaine d'années que vous vivez dans le secteur, dans ce secteur-là. Est-ce que vous voyez, vous, une différence entre vos collègues de centres sociaux plus urbanisés et l'action que vous menez sur un territoire qu'on va qualifier de rural? Oui, il y en a probablement une dans le fait que ce centre social, Espace Libre, on est dans la participation active des habitants. Ça veut dire que peut-être, effectivement, c'est le milieu rural qui inspire ça. Ça veut dire que les solidarités de proximité, nous en avons besoin. Je prends par exemple un problème crucial qui existe chez nous, c'est le problème de la mobilité. Tout à l'heure, je vous disais, nous sommes à 30 km de Rouen, il n'y a aucun transport en commun d'organiser de notre commune à Rouen. Donc, nous travaillons beaucoup. Quand tout à l'heure, vous disiez, 1800 habitants, on a 650 adhérents. Le bénévolat, ça représente plus de 5000 heures de bénévolat dans notre association. C'est dire si des solidarités se jouent avec les habitants. Et en fait, on travaille beaucoup sur cette participation active et sur la co-construction des actions
avec les habitants. Et c'est extrêmement intéressant, 650 adhérents, ça veut dire un habitant sur 3 de la commune adhère au centre social. Ils ne sont pas tous sur le Valais, puisque nous touchons un public, nos adhérents viennent d'une 60aine de petites communes aux alentours. D'accord, donc vous êtes aussi un catalyseur d'énergie des petites communes environnantes, ce qui montre aussi l'intérêt finalement de pôles, finalement d'attractivité de communes peut-être plus grosses. Oui. On draine énormément d'habitants des alentours qui viennent pratiquer des activités dans les centres sociaux. Et je rejoins effectivement, tout à l'heure on parlait de l'importance des élus sur les territoires. Bien sûr, vous vous doutez que je vais vous dire l'importance des associations sur les territoires ruraux. René Ortega, vous donc à la tête du GIP Gers Solidaire, la question de la solidarité sur un territoire rural, un département rural comme le Gers, est-ce que il faut être plus attentif à la question des solidarités? J'entends par là, est-ce que la pauvreté, l'exclusion sont plus cachées que peut-être dans les grandes villes où on dit aussi que nos SDF sont invisibles à la société, mais est-ce que les pauvretés sont plus difficiles à aller chercher, à détecter, à accompagner? Vous savez, moi je dis souvent, ça doit faire 20-25 ans maintenant que je travaille dans ce secteur de la pauvreté, de l'exclusion, de la grande exclusion, chez directeur des services sociaux. Plus j'ai d'expérience et moins je suis en capacité de vraiment dire ce qu'est la pauvreté et la précarité. Et plus j'avance et plus je me dis que comprendre la pauvreté et la précarité, c'est comprendre la personne et la famille qui vivent ces situations de pauvreté et de précarité. Après, j'ai des grandes lectures, je vous l'ai dit, de sciences sociales, de compréhension des phénomènes, etc., etc. Qu'est-ce qui distingue la pauvreté dans le monde rural? C'est d'autant plus complexe qu'il y a ce qu'on appelle en Gascogne, Thibault le saura, on appelle la vergogno, c'est-à-dire le sentiment de honte. Vous allez avoir une mamie veuve qui habite dans une ferme reculée qui touche 600 € de la MSA, de la MSA, comme on dit chez nous, et qui va, elle, se vivre tout à fait, c'est normal, voilà, c'est comme ça. Et puis à côté de ça, vous aurez quelqu'un qui va toucher des prestations sociales et avoir au final, pour d'autres qui le regarderaient, un revenu tout à fait correct et qui, elle, va se vivre pauvre et précaire. Et en fait, moi, je pense que la question de la ruralité, c'est ce rapport un petit peu, si j'avais une différence à faire avec l'urbain, c'est ce rapport qui existe encore entre la question du désir et la question du besoin. Dans l'urbain, il y a ce rapport au désir, à la vue des choses chères, qualitatives, l'accessibilité des choses, qui génère à un moment donné parfois un sentiment d'être en dessous des choses et d'être sous-classé. Dans le rural, on a moins de très belles voitures, on a moins de très belles maisons, on a moins de choses comme ça qui sollicitent l'envie et qui génèrent le désir, et on est peut-être un peu plus dans le besoin. Donc la question de la détection de la pauvreté et agir en prévention dans le milieu rural, c'est vraiment autour de ces choses-là que se travaillent ces questions. Je ne sais pas si je suis très clair. Si, très très clair. Valérie, vous pouvez peut-être réagir sur ce qu'a dit René Ortega, vous, en tant que directrice d'un centre social? Je dirais que le fait peut-être d'être au contact proche des gens permet peut-être de se rendre compte des difficultés et d'organiser des solidarités. Et c'est vrai que on l'a vu aussi à travers la crise que l'on vient de voir, ça a aussi permis de déceler des personnes qu'on n'avait pas encore détectées. Et repérées. Pardon ? Je disais et repérées. Et repérées, oui. Ces personnes et de faire jouer avec délicatesse des solidarités de voisinage. Alors, la ruralité, c'est aussi, on l'a vu, dans cette période de crise, il y a eu un focus qui a été mis, le désir des Français de retrouver la communion avec la nature, avec les grands espaces, vivre un territoire de la ruralité. Comment est-ce qu'on le vit bien sans
laisser personne sur la route, on vient de l'échanger. Comment est-ce qu'on pense aussi le développement économique de ces petits villages, de ces communes de 200 habitants? Thibaut, vous venez d'être élu maire, donc peut-être que vous n'avez pas encore tous les éléments, mais pensez le développement économique d'un petit village de 200 habitants, on y pense, ou est-ce qu'on est fataliste et on se dit, bon, on va trouver des solutions pour l'animer, ce village, mais développement économique, on n'a pas la taille pour? Alors d'abord, on n'est jamais fataliste. C'est impossible d'être fataliste et j'aurais tendance à dire que le mouvement que j'ai la chance de présider, INSIT, qui développe, qui renforce, enfin qui vient en aide, en appui de ces héros du quotidien, que ce soit des responsables associatifs, des maires, etc., en est la première source, parce que les initiatives sont tellement nombreuses, tellement importantes, que la question du fatalisme dans ces territoires-là ne peut pas exister, elle n'a pas de sens. Ce que nous a appris cette crise, c'est que nos territoires ruraux, qui ont le transfert de population encore le plus important des villes, vers la ruralité depuis de nombreuses années, c'était des populations qui ne dépendaient pas ou peu de l'emploi. Qu'est-ce que nous apprend aujourd'hui la crise? C'est que, et moi le premier, c'est qu'avec son travail actuel, qui peut être dans des grandes métropoles, on peut continuer à travailler de chez nous dans les territoires ruraux. Et ça, c'est le grand enseignement de l'avenir de nos territoires ruraux. C'est que bon nombre de gens viennent de se rendre compte que finalement, on était un peu couillons dans nos modes de fonctionnement et qu'on n'était pas obligé de faire des dizaines de milliers de kilomètres par an pour avoir un boulot. Non, on peut être de chez nous, de ces territoires ruraux où on vit quand même beaucoup mieux, où on mange mieux, où on boit mieux, où on respire mieux, et tout en continuant son métier. Ça nécessite quoi? Ça nécessite une connectivité plus forte. Si on a cette connectivité-là, eh bien, ma foi, nos territoires ruraux ont de beaux jours devant eux, et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment l'avenir de notre République. Tout à l'heure, Valérie Payen disait l'importance des mobilités. René Ortega, vous vouliez peut-être réagir à ce qu'a dit Thibaut là? Non, mais moi, réagir à ce qu'a dit Thibaut, il y a... D'abord, je crois que cet épisode du Covid nous rappelle à beaucoup d'humilité sur l'évolution des sociétés. C'est logique de ville-monde, c'est logique de grosses cités ultra-urbaines. Moi, j'ai l'impression où je fais le vœu, je suis comme Thibaut, moi je suis dans une logique hyper optimiste, je fais le vœu que ces lignes bougent fortement. Et comme Thibaut le dit, moi je vais vous donner un petit exemple, j'ai voté mon budget il y a 15 jours et je disais à mes administrateurs, je dis, vous savez, la ligne budget frais de déplacement, je pense qu'elle va grandement blesser aussi. Elle va grandement baisser pour la simple et bonne raison que les allers-retours sur Paris pour des réunions de 2 heures, la finalité est souvent plutôt contestable, avec des allers-retours à 450 € avec l'avion, c'est terminé. Voilà. Et qu'à un moment donné, tous ces petits moments qui sont au final très conviviaux d'échange, de partage, Thibaut fait un boulot remarquable avec Insight, on travaille sur des petits cafés confinés, il y a beaucoup d'échanges qui se passent. Alors, c'est pas l'alpha et l'oméga de tout, mais c'est petit à petit, il y a des lignes qui vont bouger. J'avais juste un jour, vous savez, moi je suis un vrai rural, et un jour j'ai été pris d'une crise d'angoisse à Denfert-Rochereau, à 17h, un vendredi, devant le RERB. Et quand je voyais tous ces gens entassés, et que moi je rentrais dans ma campagne, je me disais, mais bon Dieu, comment c'est possible? Comment on peut accepter ça? Et je me disais, mais il y a plein de petits villages, Mirande, Eos, Masseube, dans lesquels il y a plein de choses à faire. Comment c'est possible qu'on ait cru que ces entassements humains pouvaient à un moment donné être la quintessence de l'humanité? Alors justement, comment est-ce qu'on peut rendre désirables nos espaces ruraux? Thibaut, justement, si vous êtes là aussi, c'est surtout pour la présidence d'INSIT que vous avez, que vous présentez comme l'Erasmus de la ruralité. C'est quoi l'idée d'INSIT? C'est bien de dire à des jeunes, il y a des projets à développer dans des mairies du rural, venez vous installer, on vous accueille et vous allez mener ces projets à bien? Oui, c'est de s'appuyer d'abord sur une richesse extraordinaire de notre pays, c'est l'engagement des jeunes. Et de dire aux jeunes, voilà, on vous propose de vivre une expérience extraordinaire pendant 6 mois dans un territoire rural de moins de 1000 habitants, et vous allez pouvoir venir en appui au développement de projets extraordinaires, tous plus pertinents et les plus innovants les uns que les autres. Et on fait le pari que des jeunes qui vont vivre en colocation de 2 ou de 3 dans un petit village, auprès d'un maire, auprès d'un responsable associatif, et je l'espère demain, d'un paysan qui travaille proprement, eh bien ça fera que demain, on va pouvoir créer de l'emploi, parce que ça va générer une activité sur des projets qui n'ont pas forcément de modèle économique au début, mais qui demain, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans,
pourront générer un nouveau modèle économique. Et on le voit bien, hein, c'est un peu la phrase du grand philosophe Johnny, c'est donner l'envie d'avoir envie, INSIT, hein, de rester dans ces territoires, de créer de l'emploi. On l'a vu dans le podcast précédent avec Raphaël Duchemin et puis Philippe Bertrand, que souvent la ruralité était le lieu de création d'emplois parce qu'il y a des besoins. On l'a vu, le développement économique aujourd'hui, et vous allez me dire si je me trompe, Thibaut et puis René, on le voit aujourd'hui, relancer une activité économique passe beaucoup par l'associatif, l'épicerie associative, par le centre culturel associatif ou le centre social associatif, comme dirige Valérie. Donc on voit bien que finalement la notion, et on en arrive à cette question républicaine de démocratie, on en parlait un petit peu en préparant cette émission avec Valérie, qui est qu'en fait on est passé peut-être plus dans la ruralité d'une démocratie représentative, même si vous êtes élu Thibaut, à une démocratie très participative. C'est ça que vous me disiez de l'originalité du centre social Espace Libre, Valérie, c'est que vraiment tout le monde participe à la politique de ce centre social. Oui, peut-être le fait, effectivement, la ruralité créant de la proximité, effectivement, la participation des habitants est importante, mais pas uniquement, je dirais, dans les projets typiques centre social, c'est devenu un état d'esprit. Facile, c'est un état d'esprit. Quand on a préparé cet entretien, je vous disais, par exemple, qu'on a travaillé à créer un projet de santé et là, les professionnels de santé aussi se sont mis autour de la table et ont participé activement à la création de ce projet de santé qui va donner lieu à la construction d'une maison de santé disciplinaire. Et tout à l'heure, Thibaut disait, quand on est en milieu rural, on n'est jamais fataliste. Non, on ne peut pas l'être. Alors, soit on voit disparaître, par exemple, la ruralité, ça nécessite de l'attractivité. Soit on saura rendre nos territoires attractifs en créant de la santé de proximité, en créant aussi la mobilité physique, mais aussi la mobilité numérique. Tout ça, il faut qu'on puisse le travailler ensemble. Et j'ai le bonheur, moi, de me rendre compte quand même que quand on invite des habitants, citoyens, à se mettre autour d'une table pour co-construire ensemble des réponses. Tout à l'heure, on parlait de problèmes de mobilité sur notre territoire. Il faut savoir que chez nous, à Charleval, tous les jours, des bénévoles prennent des véhicules de l'association pour emmener des gens se faire soigner sur Rouen. Et parce que les réponses, alors effectivement, moi je crois beaucoup en la démocratie participative. J'ai été en 30 ans invitée je ne sais pas combien de fois à participer à des diagnostics de territoire. Chaque fois on parlait de mobilité, de difficultés de mobilité, et force est de constater que les équipes, les unes après les autres, les équipes municipales ne trouvaient pas de réponse à comment on va emmener les gens, par exemple, se faire soigner. Eh bien, nous, en y répondant, en se disant, mais à un moment donné, c'est quoi ce problème de soins? Créons une maison de santé qui va permettre de ne pas voir disparaître les professionnels de santé et arriver à un désert médical. Et mettons aussi des moyens de transport faits avec les habitants pour nous permettre d'aller voir des spécialistes. Par exemple, voilà comment on peut travailler des problématiques telles que celle-ci. Alors justement, la question du collectif, René Ortega, c'est très beau, le GERS solidaire, le GIP que vous avez créé, mais il y a eu 5 ans de travail, de dialogue, de compréhension de ce qu'étaient les associations, de ce qu'étaient les territoires, des besoins, de diagnostic. Et finalement, aujourd'hui, on arrive à un travail qui est collectif. Oui, après, c'est exactement, ce qu'on essaie de construire, c'est exactement ce que dit Maya, quoi. C'est-à-dire, simplifions les choses. Passons du champ de la compréhension des copies, des co-textes. On a marre de ces trucs-là. On a marre de ces diagnostics qui servent à caler des armoires, dont personne ne s'est saisi et qui ont coûté des centaines de milliers d'euros aux collectivités. Enfin, c'est hallucinant. C'est passons au temps de l'action et de l'action concertée, de l'action choisie. Ce que fait Thibaut et ce qu'il va faire, j'en suis sûr. À un moment donné, quand on fait de la démocratie participative, faisons agir les gens dans quelque chose qui fait sens pour eux. Quand on parle de démocratie participative sur les grands enjeux du financement de l'Europe et de la balance économique, pour redescendre sur Terre à 5 minutes, commençons
refaisons de l'éducation populaire, revenons aux bases des choses, donnons la possibilité aux gens de devenir acteurs de leur environnement. Et comme l'a dit Thibault, il faut casser l'image d'Épinal aussi de la ruralité glorieuse et joyeuse. On a un paquet d'imbéciles, on en a potentiellement à revendre, et c'est pas un souci. Mais la question à un moment donné, c'est que ces gens-là, il faut les intégrer au process. Ces gens qui votent extrême par dépit ou par défaut, il faut les intégrer à ce process. Et il faut accepter la controverse. Il faut accepter que les gens ne soient pas d'accord. Et c'est ça. Là, moi, je pense que s'il y avait une distinction et ce que la ruralité rend possible, à mon sens, c'est cela. C'est créer ces espaces de rencontre et d'échange. C'est ce qu'on a essayé de faire. Alors, ce que vous avez essayé de faire, ce que fait InSite, cette rencontre entre, j'ai envie de dire, la jeunesse et le monde rural, mais quelle place aujourd'hui pour la jeunesse dans la ruralité parce que les centres d'activité sont souvent hors des villages. Comment on peut garder la jeunesse et puis peut-être en attirer d'autres aussi? Quels sont les besoins, les enjeux finalement d'une commune du rural? Moi, je crois qu'il n'y a pas de problème de jeunesse. D'abord, il n'y a que des solutions de jeunesse et je pense que les jeunes nous ont montré déjà depuis un certain nombre d'années, beaucoup de jeunes qui avaient fait de très belles écoles, qui étaient rentrés dans de très grandes entreprises, se disaient, voilà, ça n'a pas de sens mon boulot, je vais passer un CAP d'ébénisterie et je vais essayer de faire de l'excellence dans ce domaine. Donc, ce n'était pas majoritaire, mais c'était une tendance assez lourde. Il y a plein de jeunes qui ne veulent pas partir des territoires ruraux et il y en a plein qui veulent y venir. Donc, ce qu'il faut arriver à faire, et je crois vraiment que la crise qu'on a traversée va nous aider à développer, à avoir un boulot bien payé, qui a du sens, où on peut se réaliser de la ruralité, même si c'est une aire de rayonnement national ou international. Mais moi, je veux revenir sur un élément très important qu'a dit René. La ruralité, ce sont des territoires qui ont du sens. C'est des territoires où on a une chance extraordinaire, c'est celle de faire ensemble dans la diversité et d'accepter en effet de ne pas être d'accord avec son voisin. Parce que si on ne l'accepte pas, on ne vit pas bien. C'est compliqué de vivre fâché avec son voisin. Donc, l'important c'est de faire ensemble, et ce faire ensemble est constitutif d'un vivre collectif. Et non pas d'un bien vivre qui est une tarte à la crème sans nom. Non, c'est la question du faire ensemble au service d'un mieux vivre les uns avec les autres et non pas les uns à côté des autres, comme Adam Ferrochereau, comme le disait René. Mais il y a quand même de vrais enjeux aujourd'hui, Valérie le mentionnait tout à l'heure, c'est la question de la mobilité, c'est la question aussi de l'enjeu du numérique, c'est-à-dire que, en effet, travailler depuis chez soi dans un petit village, il faut encore avoir la possibilité d'avoir une qualité de connexion qui soit susceptible d'être en adéquation avec le travail, de pouvoir bouger, rejoindre une gare assez rapidement, à défaut de rapidement, mais en tout cas de la rejoindre simplement. Donc il y a aussi des vrais enjeux de politique publique à réfléchir. Qui sont en effet énormes. Je crois que c'est la place. C'est la place de l'État d'assurer l'égalité sur le territoire national. Et donc, de la question de la santé à la question des transports, c'est le rôle de l'État. Mais encore une fois, et la question du numérique aussi, mais cette question du numérique me paraît, moi, centrale. Et elle va participer à régler bon nombre de questions du numérique à la mobilité, à la santé. Et ça, pour ça, il faut qu'on sorte vraiment des zones blanches et qu'on ait des territoires qui soient connectés à égalité. Je vois Valérie qui opine du chef largement. Hein. Oui, non, mais je rejoins complètement Thibault. Et on a assisté là avec cette période à beaucoup de télétravail et c'est un peu ce que disait Thibault tout à l'heure, à dire les gens se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas obligés de travailler en ville, etc. N'oublions pas que les gens ont aussi besoin de se rencontrer et qu'on ne réglera pas tout par le télétravail et que les relations sociales, même au travail, sont importantes. Et je crois que dans nos communes rurales, bien sûr, en travaillant en même temps sur la mobilité numérique et physique, il faut également pouvoir permettre des salles de réunion, des salles de rencontre, parce que quand on est un jeune entrepreneur, par exemple, ou quelqu'un qui lance une entreprise, va avoir besoin peut-être d'un endroit pour pouvoir recevoir de potentiels clients. C'est tout un tas de choses qu'il nous faut repenser en mettant peut-être à disposition des lieux comme cela, soit dans les mairies, soit ici dans le centre social, en mettant à disposition des lieux où des jeunes qui voudraient créer leur entreprise. Ici, par exemple, un jeune qui souhaite créer son entreprise, on le met en lien avec d'autres chefs d'entreprise. Et on lui propose de pouvoir avoir un bureau pour pouvoir accueillir de potentiels clients, etc. Il faut qu'on puisse être
je dirais, on est là pour dresser des liens entre les gens. Voilà. Et pour rejoindre un peu ce que disait Thibaut, le slogan du centre social, le sous-titre d'Espace Libre, c'est faire ensemble pour vivre ensemble. Et puis comme l'a dit Thibaut, il y a aussi, on pense au télétravail, mais le télétravail n'est pas forcément de chez soi. Et souvent, nos villes et villages ont des lieux qui sont inhabités et qui peuvent être des lieux de coworking pour télétravailler depuis, en ayant des collègues qui sont des collègues travaillant dans différentes entreprises. Donc il y a aussi beaucoup de choses encore à imaginer. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment, pour compléter ce que dit Mayache, moi, je crois que notre job dans la ruralité, c'est générer des possibles. Faisons confiance aux gens, à leur énergie, à leur enthousiasme. Mais par contre, il faut vraiment, Thibaut, que l'État prenne une posture vers la ruralité de facilitation et de simplification et faire confiance aux élus locaux. Faire confiance. Parce que quand je vois les problématiques de mobilité, c'est la grande tarte à la crème de toutes les collectivités départementales et régionales. Une tarte à la crème qui coûte quand même extrêmement cher. La question de la mobilité, c'est d'abord se poser la question, est-ce que les gens sont mobiles dans leur tête? Et est-ce que des fois, on leur oppose pas une espèce de canon de réussite sociale qui serait dans le fait qu'il faut absolument se déplacer pour exister? Mais avec Thibaut, on a des pleins wagons de jeunes qui sont souriants et tellement heureux d'être à Terme d'Armagnac, d'être à Condom et de vivre dans ce monde-là, qui est leur monde à eux. Mais je veux dire, il faut repenser cette question de la mobilité, cette espèce de quintessence de la réussite sociale par le voyage. Et moi, je voyage autant quand je vais au bout de moi. Enfin, arrêtez de dire des bêtises, mais... Non, mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que vous nous donnez... En tout cas, ce qui est certain, c'est que depuis un peu plus d'une demi-heure, là, vous nous donnez l'envie d'aller s'installer dans le monde rural. Patrick, si je peux me permettre juste un truc, j'ai été 15 ans éducateur de rugby. Ouais. Donc j'ai dû voir passer 30 gamins chaque année. S'il y en a 5% qui ont quitté le département du Gers ou qui ont quitté leur environnement de vie à 20 km, c'est le grand maximum. Et vous pensez que là, il n'y a que des enfants grégaires? Non. C'est que la ruralité, elle porte des choses culturelles, de confiance, de bonheur, de voilà. Convivialité aussi. Et convivialité, absolument. Alors, on est tous d'accord là-dessus. C'est ma dernière question parce qu'on arrive au bout de cet échange. Ça passe extrêmement vite et c'est extrêmement passionnant, mais ça nous laisse la possibilité de faire d'autres émissions derrière. Ma dernière question, c'est que du fond, du fort de vos expériences, en quoi la ruralité peut-elle inspirer peut-être des développements ailleurs, dans la vie associative, mais aussi dans des villes plus urbaines, dans des villes plus importantes de 5, 8, 10 000 habitants? Je pense qu'on peut être inspirant dans le sens où ce que l'on peut travailler, par exemple, dans nos villages, peuvent être travaillés à l'échelle de quartier, dans les villes. Moi, avant d'arriver ici, je travaillais dans une ville nouvelle. C'est simplement comment on refait la proximité. Tout ça, ça passe par énormément de proximité et de convivialité. Ça, c'est évident. Ici, par exemple, quand on traite d'un sujet, à chaque fois, on mange ensemble. Ça passe forcément. Mais c'est même un rituel. Ça veut dire qu'on n'imaginerait même pas travailler un sujet pendant 2 heures et repartir comme ça en disant au revoir madame, quoi. Ici, tous les gens m'appellent Valérie ou Maya, bref, l'abeille. Et voilà, tout ça, ça passe par beaucoup de proximité, de convivialité, et je pense que c'est possible à l'échelle de quartier. Et René, René Ortega. Moi, j'ai une petite figure... Une figure tutélaire et très affective, c'est Claude Sicre. Je ne sais pas si vous connaissez Claude Sicre. Non, je ne connais pas, non. Les Fabulous Troubadours. C'est un poète, c'est un troubadour qui a fait vivre un quartier qui s'appelle le quartier Anneau Bernard à Toulouse et qui le fait vivre encore. C'est la place des Tiercettes, c'est le carnaval, c'est les premiers repas de quartier, c'est lui. Et moi, je me suis tellement, jeune étudiant, inspiré de ce Claude Sicre, comme quoi il y a beaucoup de mes croyances du rural qui ont très certainement été semés dans l'urbain. Et si jamais un jour, Patrick, vous avez l'occasion d'interviewer Claude Sicre, vous verrez, vous allez passer un sacré moment. Voilà, je crois qu'il avait écrit un bouquin qui s'appelait 1000 idées pour changer le monde. Et dans ces 1000 idées pour changer le monde, il y avait cette idée que toutes les langues étaient des langues de culture.
culture, que la question de la rencontre des peuples et de la rencontre des hommes était quand même la clé de voûte de l'humanité. Et ça, il l'a fait dans un quartier qui est un quartier des plus populaires, qui est le quartier très certainement historique, le plus populaire de Toulouse, qui est le quartier Arnaud Merle. Et pour terminer, Thibaut, en quoi la ruralité peut-elle être inspirante ? Non, mais la ruralité est inspirante et la ruralité, elle peut se décliner aussi bien à Thermes d'Armagnac que dans le 18e arrondissement de Paris. La ruralité, c'est le sens, c'est la question du sens et du local, de la proximité. Et c'est aussi une autre notion, c'est la notion du temps long. Ah, on est dans un temps qui est un peu plus long. On est dans des sociétés qui sont extrêmement rapides, où on fait tout très vite et on en fait 20 000 par jour. Est-ce que ça, c'est utile ? À l'évidence, non. La nature, et ça, c'est une grande inspiratrice de la ruralité, la nature nous enseigne à être plus lents et à nous adapter aussi à d'autres. Donc, de l'humilité et de la convivialité. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été les invités d'Appel d'Air. C'était le mot de la fin. On se retrouve donc pour un 4e épisode la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez retrouver les autres épisodes sur le site coalitionsolidaire.fr à la rubrique podcast, ou alors évidemment sur toutes les autres plateformes de podcast si vous préférez. Mais sur le site, on a aussi un petit PDF qui reprend en synthèse ce qu'on a dit, plus d'autres petits témoignages. Donc on appelle ça des petites pastilles supplémentaires, mentholées, pour vous donner un peu plus de fraîcheur. D'ici là, portez-vous tous très très bien. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un prochain numéro d'Appel d'Air. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. À très bientôt, au revoir. C'était Appel d'Air, épisode 3. Pour suivre l'actualité de la Coalition Solidaire, vous pouvez vous rendre sur notre site internet coalitionsolidaire.fr.